Imaginez, un matin, vous vous réveillez, vous allumez la télé, vous ouvrez vos réseaux sociaux, vous parlez à vos proches et vous réalisez que presque partout, les gens tiennent des discours étranges. Pas juste une opinion différente, mais un discours qui défie la logique, qui ignore les faits, qui s'accroche à des croyances absurdes et pourtant, tout le monde semble y adhérer. Et quand vous osez poser une question, on vous regarde comme si c'était vous le fou. Ce scénario a existé, il existe encore aujourd'hui sous différentes formes. Les psychologues appellent ça la psychose de masse. Quand une société entière glisse dans une forme de transe collective où le doute, l'esprit critique et la réflexion individuelle disparaissent au profit de récits simples, souvent dictés par la peur ou l'émotion. Aujourd'hui, on va explorer ce phénomène en profondeur, ce qu'est vraiment la psychose de masse, comment elle naît et se propage, des expériences, des exemples historiques qui la prouvent, et surtout, comment garder son esprit libre, même quand tout le monde autour semble perdre la raison. La psychose de masse, qu'on appelle aussi formation de masse en psychologie sociale, désigne un état où une grande partie de la population adopte des croyances déconnectées de la réalité. Il ne s'agit pas d'une maladie mentale au sens médical, mais d'un phénomène collectif. Gustave Le Bon, dans Psychologie des foules, sorti il y a plus de 130 ans, expliquait déjà que les individus, une fois dans un groupe, perdent une partie de leur capacité de jugement et deviennent plus influençables. Le groupe devient alors émotif, impulsif et souvent intolérant à la contradiction. Carl Jung, un psychiatre suisse, ajoutait que lorsqu'une société perd son ancrage spirituel ou philosophique, les individus cherchent une identité dans le groupe, quitte à se soumettre à des idées fausses, pourvu qu'elles donnent un sentiment d'appartenance. Dire la vérité dans un monde de mensonges est un acte révolutionnaire, disait George Orwell. C'est exactement l'un des symptômes et dangers de la psychose de masse. Quand l'environnement collectif devient tellement dominé par un récit unique qui résister, même en posant de simples questions, devient suspect. La psychose de masse se nourrit toujours des mêmes ingrédients, 3 pour être précis. L'incertitude, la peur et le besoin d'appartenance. Et souvent, tout commence par une période de trouble. Ça commence par une perte de repères. Une crise éclate. Ça peut être une crise politique, économique, sanitaire, peu importe. Les discours officiels se contredisent, les experts ne sont pas d'accord entre eux, et nous, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais impossible de mettre le doigt dessus. C'est un peu comme marcher dans un brouillard épais, on avance, mais on ne voit pas à plus de quelques mètres. Alors on cherche quelqu'un, ou quelque chose qui puisse nous guider. Ensuite, la simplification excessive. Dans ce brouillard, un récit clair apparaît. Un message simple, compréhensible en quelques phrases. Il y a un coupable, il y a une cause, et il y a une solution toute prête. Ce récit peut venir des médias, de leaders politiques ou de figures charismatiques, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il donne l'impression de ramener de l'ordre dans le chaos. Le problème, c'est que la réalité est rarement aussi simple. Mais dans un climat de peur, on préfère une explication fausse, mais rassurante, à l'incertitude totale. Une fois que ce récit s'impose, quelque chose de plus subtil commence. Ce n'est pas forcément qu'on y croit réellement, mais on remarque que tout le monde autour de nous semble y croire. Alors on se tait. On ne veut pas passer pour celui qui pense différemment. C'est ce que les psychologues appellent l'ignorance pluraliste. Tout le monde croit que tout le monde est d'accord, alors on doute en silence. C'est un cercle vicieux. Plus les autres se taisent, plus on croit que le consensus est total. Après le conformisme vient l'agressivité envers les voix dissidentes. À ce stade, il ne suffit plus de rester neutre. Ceux qui posent des questions deviennent des cibles. On les ridiculise, on les met à l'écart, parfois on les censure complètement. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté. Dans l'esprit de ceux qui adhèrent au récit dominant, il s'agit de protéger le groupe, de lutter contre la désinformation. Même si cela revient, ironiquement, à éteindre tout débat. Et souvent, ces étapes s'enchaînent à une vitesse folle. Un climat de peur peut se transformer en unanimité forcée en quelques semaines seulement. Et une fois que la machine est lancée, il est très difficile de l'arrêter sans un réveil collectif. Dans les années 50, le psychologue américain Solomon Asch voulait comprendre jusqu'où le besoin de se conformer pouvait influencer notre jugement. Pour ça, il a imaginé une expérience devenue très célèbre aujourd'hui. Il réunissait un groupe de personnes dans une salle, on leur montrait une ligne sur un carton, et juste à côté, 3 autres lignes de longueur différentes. La question était basique. Laquelle de ces 3 lignes a la même longueur que la ligne de référence? C'était facile. Il n'y avait pas de piège visuel, la bonne réponse sautait aux yeux. Sauf que les participants dans la salle étaient en réalité tous des complices de l'expérimentateur. Et il n'y avait qu'un seul vrai participant. Ces complices se mettaient tous d'accord pour donner volontairement une mauvaise réponse. Le vrai participant, lui, passait après plusieurs de ces mauvaises réponses, et c'est là que le phénomène se produit. Au début, certains hésitent, regardent les autres, puis donnent quand même la bonne réponse. Mais très vite, sous la pression du groupe, une majorité finit par se ranger à l'avis général, même quand cet avis est manifestement faux.
Résultat, 75% des participants ont fini au moins une fois par donner la mauvaise réponse, uniquement pour se conformer au groupe. Pourtant, ces personnes voyaient bien que la réponse du groupe était fausse, mais le malaise de se retrouver en dehors du groupe était plus fort que l'évidence sous leurs yeux. Nous avons un besoin d'appartenance si puissant qu'il peut écraser notre jugement le plus basique. Même si chaque époque a ses particularités, les mécanismes, eux, sont remarquablement similaires. Les psychoses de masse suivent souvent un schéma en 5 étapes. D'abord une désorientation, une perte de confiance avec incertitude, puis un narratif simplifié arrive, un ennemi, une solution, un discours clair. Ensuite, la conformité, on adopte l'idée dominante même si on doute. Après cette conformité vient la répression. Les voix divergentes sont marginalisées, et enfin, le réveil. Ce réveil n'est pas agréable et n'a pas un goût de victoire. Il faut admettre qu'on a pu se tromper, qu'on a cru et parfois défendu des idées fausses. Il faut aussi faire face au malaise de voir comment notre propre esprit a pu être influencé. C'est douloureux, mais c'est aussi la première étape vers la liberté intellectuelle. La psychose de masse n'est pas qu'un concept abstrait. Elle s'est produite de nombreuses fois dans l'histoire, et chaque fois le scénario est presque le même. À l'époque de la chasse aux sorcières, l'Europe traverse une période troublée. Guerre de religion, épidémie, famine. Les explications scientifiques manquent et les angoisses sont fortes. Dans ce climat de peur, un récit simple s'impose. Si le malheur frappe, c'est à cause des femmes, des sorcières, qui agissent en secret. On les accuse de tout, tempête, maladie, mauvaise récolte. Et comme personne ne veut paraître protéger les ennemis, les accusations se multiplient. Résultat, des milliers de femmes et d'hommes sont jugés, torturés et exécutés sur la base de rumeurs et d'aveux obtenus sous la contrainte. Un exemple parfait de ce qu'on a vu. Une crise et de la peur, un récit simplifié, la conformité par peur d'être accusé à son tour, et une répression brutale des voix qui défendaient les accusés. Prenons la crise de 1929, ou plus récemment certaines bulles spéculatives. Tout commence par une période d'optimisme excessif. Les prix montent, tout le monde investit, puis une rumeur ou un événement mineur déclenche la panique. Les gens vendent en masse, entraînant d'autres à faire de même, souvent sans savoir pourquoi. Ici, ce n'est pas un ennemi extérieur qui alimente la peur, mais un effondrement de la confiance collective. Et les conséquences peuvent être aussi destructrices qu'une crise politique. Que ce soit dans l'Allemagne nazie, l'Union soviétique de Staline ou d'autres dictatures, on retrouve exactement les mêmes étapes. Une crise ou un traumatisme national comme une défaite militaire ou une crise économique, un leader qui propose un récit clair. Voici l'ennemi, j'ai la solution. Une population qui, parfois par conviction, parfois par peur, finit par adhérer ou au moins se taire. Et la répression qui s'abat sur ceux qui osent contester. En 1984, George Orwell a parfaitement capté cette logique, changé le passé, contrôlé le langage, limité la pensée critique, jusqu'à rendre toute remise en question presque impensable. L'histoire nous montre que ce phénomène peut arriver n'importe où. Même aujourd'hui, dans nos sociétés connectées, un simple événement peut déclencher une vague d'indignation massive sur les réseaux sociaux, parfois justifiée, parfois basée sur des informations incomplètes ou fausses. En quelques heures, un récit dominant s'installe et toute nuance disparaît. Les personnes visées sont jugées et condamnées publiquement, souvent avant même que les faits soient établis. Présentée comme ça, la psychose de masse paraît inévitable. Que faire face à une foule emportée par l'émotion? Il est impossible de résister. Mais ce n'est pas vrai. Il existe des stratégies pour préserver son esprit. La première clé est de développer un esprit critique actif. Pas seulement avoir son avis, mais se poser régulièrement les bonnes questions. Pourquoi je crois ce que je crois? Quelles sont mes sources? Et qui gagne à ce que je pense ça? Un bon réflexe quand une information vous provoque une réaction forte, comme la colère, la peur, l'indignation ou même la joie, c'est que c'est là qu'il faut creuser. Prenez une pause, vérifiez, cherchez plusieurs sources, ne laissez jamais votre première émotion dicter votre conclusion. La deuxième clé est de maîtriser ses émotions. Les psychoses collectives se nourrissent de la réactivité émotionnelle. Plus nous sommes dans l'urgence et la colère, plus il est facile de nous manipuler. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de ses émotions, ça veut dire qu'il faut apprendre à les observer avant d'agir. Se demander pourquoi cette information me met dans cet état. Est-ce parce qu'elle est grave, ou bien parce qu'elle est présentée de manière à me provoquer une réaction? La troisième clé est de trouver un sens personnel. Dans un monde saturé d'informations, il est facile de se perdre dans les récits des autres. Avoir un ancrage solide, qu'il soit philosophique, artistique, spirituel ou naturel, c'est comme avoir une boussole dans le brouillard. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment ». Trouver ce pourquoi est la meilleure protection contre les récits qui veulent nous définir de l'extérieur. La quatrième clé est de s'entourer de penseurs indépendants. Pas d'un clan qui pense exactement comme nous, mais de personnes capables de dire « je ne sais pas » ou « je ne suis pas d'accord » sans rompre la discussion. Parler avec ceux qui ont un avis différent du nôtre permet de repérer nos angles morts et de remettre en question nos certitudes. Et surtout, ils entretiennent l'habitude du dialogue, l'antidote naturel à la pensée de masse. La cinquième clé est d'accepter la solitude intellectuelle. C'est peut-être le plus difficile à faire.
Je vais écorcher son nom, mais Kierkegaard écrivait « La foule est mensonge ». Parfois, voir clair veut dire marcher seul. Être prêt à ce que vos convictions ne soient pas populaires et comprendre que ce n'est pas forcément un signe que vous avez tort. Attention tout de même à ne pas tomber dans les dérives et penser que tout le monde a tort, sauf vous. Ces 5 clés ne garantissent pas qu'on ne sera jamais influencé par la pensée collective, mais elles augmentent considérablement nos chances de garder notre autonomie intellectuelle. La psychose de masse, c'est la preuve que nous ne sommes pas toujours les êtres rationnels qu'on croit être. Elle naît dans la peur, grandit dans le conformisme et s'effondre quand quelques-uns osent poser des questions. La liberté de penser, c'est la seule qu'on ne peut pas perdre, à condition de ne pas la céder volontairement.